Geoffroy Vaha, le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons de deux sujets, l'incivisme au Burkina, la brigade Labal à la rescousse et second sujet, Mali vers la rédaction d'une charte pour la paix et la réconciliation. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kaboré et bonjour à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent, nos téléspectateurs. Alors, pour commencer avec le premier sujet lié à l'incivisme, avec justement l'arrivée de la brigade Labal en rescousse, on va faire un peu de pédagogie. Quand on parle d'incivisme, à quoi est-ce que cela renvoie exactement? Parce qu'on a l'impression que c'est assez polysémique. Bon, quand on parle d'incivisme, c'est en opposition avec ce qu'on a comme valeur civique, avec les questions de civisme. Ça veut dire que c'est des comportements qui sautent aux yeux dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas de l'ordre de mettre en valeur notre vivre ensemble, de mettre en valeur le respect de l'autre, de mettre en valeur le respect de ce que nous avons comme fondement en tant que République ou en tant qu'État. C'est cela aussi la question de l'incivisme. C'est dans les petits gestes, tout comme dans quelquefois les postures beaucoup plus fortes. Donc c'est pas, on va pas donner un élément c'est-à-dire que on peut le retrouver dans les petits gestes de tous les jours. La famille où on finit de laver les assiettes, on passe le portail et puis on verse sur le bitume. Ça peut avoir l'air de rien, mais ça c'est pas normal. C'est un acte d'incivisme parce que les règles qui régissent notre vivre ensemble ne tolèrent pas que la voix qui est l'élément de tout le monde, nous en usions comme un dépotoir. Vous voyez comment est-ce que ça peut paraître à travers un petit geste minime, mais se retrouver être dans la posture d'incivique. C'est ça la réalité. Parce que pour beaucoup, quand on parle d'incivisme, ils voient les casseurs, des brûleurs de pneus sur des voies. Ils voient plutôt des actes un peu plus forts. Alors que non, c'est pas ça. C'est ce qui régit à la fois notre vivre ensemble et quelquefois même des éléments textuels que nous avons en termes de légalité ou autre. Pour vous, quand on regarde également dans notre pays, précisément dans notre capitale, où est-ce qu'on en est avec l'incivisme? Pour beaucoup, on s'était dit que l'incivisme est derrière nous avec les mesures qui avaient été prises par l'autorité. On avait eu les déguerpissements au niveau des emprises de voies. On a eu les gilets pour ceux et celles qui s'adonnaient à brûler un certain nombre de feux tricolores en circulation. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on sent aussi que le phénomène a la peau dure. Je pense que le phénomène a la peau dure, autant aussi que les autorités ont décidé aussi d'élever un peu les standards en matière de civisme. Ça aussi, il faut le dire de façon très claire. On a changé un peu de paradigme. On est dans une révolution populaire progressiste qui demande à ce que le citoyen lambda soit un modèle. J'ai dit, il soit ce qu'on veut en termes de reflet du Burkinabé d'aujourd'hui et en projection du Burkinabé de demain. Donc, on est un peu plus rigoureux avec lui. Donc, il va sans dire que déjà le Burkinabé qui avait, on va dire, ses aises comportementales, quelquefois non restreintes par des règles ou par certaines réalités qui devraient sauter aux yeux, se retrouve d'abord dans un niveau où on lui demande un peu plus, parce qu'on estime qu'on ne peut pas continuer avec de vieux comportements, mais en même temps on lui dit, on n'attend pas seulement de toi que tu arrêtes ce que tu trouvais et tu sentais ne pas être bon, mais il faut que tu sois même l'exemple. Ça, c'est un autre niveau. Et donc, quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train d'être insufflé, c'est bien cette dynamique-là. Et ça, c'est-à-dire que ça se fait à la fois avec la carotte et puis le bâton. On va dire comme ça. Et c'est justement dans un tel contexte que l'on voit la mise en place de la brigade Labal. Et est-ce qu'on en sait aujourd'hui un peu plus sur les missions dédiées à cette brigade? Bon, les missions, elles ont été bien établies. Dès le départ, après adoption, je rappelle, le 18 juin en Conseil des ministres, on avait eu ces propos que je ne vais pas trahir, donc je vais le rappeler, du commissaire divisionnaire de police Mamadou Sana, le ministre donc de la Sécurité. Il a dit ceci: cette brigade opérationnelle aura pour vocation de soutenir la restauration de l'autorité normative de l'État, assurant une présence de proximité, une action éducative et une interpellation à visée corrective face aux manquements récurrents à l'ordre public.
Voilà ce qui nous avait été dit dès le départ. On a vu, il y a eu des regards pluriels là-dessus. Certains qui disaient, mais est-ce qu'on n'est pas encore entre deux parties et dériver de vieux de mots avec chacun qui sera le policier de l'autre, et puis on va arriver à des dérives après. Il y avait beaucoup de supputations. Certains aussi disaient, bon, il faut que, étant donné qu'on est maintenant à une nouvelle étape, il faut beaucoup plus de rigueur, et c'est normal qu'il y ait ce type de brigade-là qui soit mise sur place, mais on ne maîtrisait pas concrètement quelles pourraient être les missions, ou bien concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça allait donner. Mais je pense qu'avec ce qu'on a eu récemment, notamment avec la mission à la Padoua, conduite par le lieutenant de police Ouseni Konombo, ça a permis aux uns aux autres de comprendre un peu plus ce que sont les missions, parce que là on est dans les faits, on est dans le concret, on est dans l'action. Une descente dans un quartier de cette brigade-là, des sensibilisations, des interpellations, des mises en garde. Quand on regarde aussi, justement à travers cette sortie au niveau du quartier Padoua, qu'est-ce qui peut expliquer quelles sont les causes profondes de l'incivisme quand on regarde? Parce que justement à la sortie au quartier Padoua, on a vu non seulement l'insalubrité, mais on a vu aussi l'installation anarchique que l'on avait au niveau des caniveaux, des constructions. On a vu ce qu'il y avait comme évacuation anarchique d'eau de toilette en fait directement au niveau de la rue. Mais comment est-ce que vous l'expliquez tout ça? Je pense que il y a le point de la brigade là qui est assez intéressant. Ils disent le constat est désolant. Construction de kiosques et de boutiques sur les caniveaux, raccordement des eaux usées et des eaux de toilette avec les caniveaux, déversement des déchets dans les caniveaux, insalubrité. Bon, quand vous dites ça, vous retrouvez ça un peu partout dans le quartier de Ouaga. Maintenant, je me dis, c'est parce qu'on est resté aussi longtemps dans des situations où, quand on dit que le poisson pourrit par la tête ou l'exemple n'est pas donné par le haut, bon, chacun à son petit niveau s'est dit qu'il peut riser ou bien il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, quand vous regardez, il y a aussi je peux appeler ça un peu de la méchanceté de certains. C'est dit que vous construisez, vous liez carrément vos déchets là au caniveau direct à côté. Bon, je ne sais pas quel respect vous avez pour vos voisins, ou bien c'est même pas le respect. Comment est-ce que vous les exposez outre mesure à certaines maladies, vous-même et vos voisins à certaines maladies. Donc c'est des éléments par exemple qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est contre lui et à la fois contre les autres. Comme s'il ne maîtrise pas ou bien n'a pas conscience des dégâts que peuvent porter ce type de choix-là. Mais ce monsieur, vous allez l'attraper, qui s'est amusé à raccorder ses toilettes au caniveau juste à côté. Il sait que ça peut être source de germes, de maladies. Donc c'est pas par manque de sensibilisation ou d'information. Parce qu'il ne le sait pas. Mais c'est parce que c'est la facilité. C'est un peu ça, ou bien on transforme le caniveau juste à côté là en dépotoir. Moi j'ai un ami qui m'expliquait sa situation, c'est que il est en face d'une dame qui sort le matin, qui vend comment on appelle ça, la nourriture et tout. Quand elle revient avec ses déchets, elle l'attend notamment pour venir déverser ça devant sa porte. Devant chez elle, c'est clean. Il se plaint à chaque fois, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la personne qui pose l'acte, quelquefois, c'est pas la sensibilisation qui peut sauver la situation, parce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait. Donc il faut passer quelquefois à une autre étape qui est celle aussi de la fermeté, de la rigueur. C'est pour ça quand il y a des éléments qui ont fait sourire un peu, mais qui sont de l'ordre de la fermeté et du rappel, quand ils passent dans les cours. Et quelquefois, lorsque le degré d'insalubrité à un certain niveau, on appelle même le comment on appelle le père. On dit appelez votre papa, il va venir. Et le monsieur, il est obligé de venir et puis il discute avec lui. Et puis très vite, on trouve une solution pour d'abord assainir les lieux et puis évidemment veiller à ce que ça ne se répète plus. Parce qu'on ne peut pas comprendre que bon, vous soyez là, vous êtes le maître de la maison, puis des choses comme ça là se font. Donc des kiosques qui sont construits aussi sur les caniveaux, ça on en parle. C'est au vu au-dessus de tout le monde. Maintenant, je pense que avec cette brigade là, il y a des questions qui pour moi aussi sont logiques. Quelles sont ces questions? Regardez comment on a fonctionné. Nos polices municipales ou nos agents de mairie et autres, ils viennent ponctionner dans ces kiosques-là qui sont illégalement installés. Alors qu'il y a une loi, et la mairie même, elle est garante de ce respect-là, concernant l'occupation de ces espaces-là.
Justement, à travers nos reportages, lors des déguerpissements, on a entendu beaucoup dire, mais nous sommes illégalement implantés, mais on perçoit les impôts avec nous. C'est comme si on percevait, vous parliez d'impôts, c'est comme si on percevait, l'État acceptait de percevoir, par exemple, les retours sur des activités illégales. Ce n'est même pas possible. À partir du moment où ce n'est pas normal, c'est-à-dire que selon les textes, vous ne devriez pas être là, on ne doit pas, ça ne devrait pas. C'est-à-dire que pour moi, le premier achoppement devrait être déjà le fait que vous soyez installé là. C'est ça qui doit être réglé avant de vouloir venir ponctionner sur vous. Donc c'est normal que quelqu'un qui vient s'installer, quelquefois au début même pas au mépris de la loi, mais par méconnaissance, et qui se retrouve en face avec l'autorité et qui le met à l'aise en ponctionnant sur ses revenus, se disent que en fait, je n'ai pas tort d'être là. C'est ça aussi la réalité. Donc je pense que il y a, donc je dis, ça soulève un certain nombre de questionnements. Donc après, pour moi, c'est que le caractère impérieux sera celui de la continuité. La brigade va venir sensibiliser, elle va venir intimer que les gens assainissent, les gens quittent sur les caniveaux et tout, en termes de kiosques et tout. Mais après, il y a une suite, il y a quelqu'un qui doit prendre aussi le relais, puisque cette brigade travaille en intelligence, et c'est ce qui avait été précisé avec les autres forces. Maintenant, si après il y a des réinstallations, vous venez encore, vous ne faites que ce qui vous intéresse, c'est prendre voilà, c'est prendre votre patente, ou comment c'est qu'on appelle ça. Si c'est pour les prendre, je pense qu'il y a un problème. Il faut d'abord interpeller sur l'illégalité du positionnement. Si ça maintenant c'est réglé, on peut passer à autre chose. Mais si on vient, je pense que c'est un genre de légitimation d'éléments qui ne sont pas normaux, de postures qui ne sont pas normales. Et ça, pour moi, c'est une réflexion bonne à mener sur ce chapitre-là. Et c'est normal que certains commerçants vous disent, mais on est là, on participe à la vie de la commune, on fait ce qu'il faut, ils viennent ici, ils nous regardent, des fois même ils viennent regarder nos activités, et puis tout ça, après ils repartent. D'où ça vient que vous nous dites que nous on est mal? Ça fait 10 ans que je suis là. C'est ça aussi la réalité, parce que il y a eu un fonctionnement qui était dysfonctionnel. Et pour moi, ça, c'est le lieu d'interpeller là-dessus. Il y a une brigade, en tout cas, qui est en train de faire un travail qui est intéressant, mais pour que ce soit pérenne, il faudrait que les autres forces intègrent le fait qu'il y a des préalables. C'est-à-dire que ponctionner vient après des principes qui doivent être clairs et respectés. Alors, Geoffroy, l'actualité, c'est aussi le Mali qui s'achemine vers la rédaction d'une charte pour la paix et la réconciliation. Ce 22 juillet, le président malien Assimi Goïta a officiellement reçu d'ailleurs le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation, qui est aussi le fruit de plusieurs mois de consultation à travers le pays et même la diaspora au Mali. Quelle est votre appréciation dans la forme déjà? Bon, dans la forme, il faudrait bien qu'après qu'il y ait eu la dénonciation de l'accord d'Alger, qu'il y ait un cadre qui permette de poser le débat et même lancer les jalons de l'action sur un élément qui est important pour le Mali, c'est la question de la réconciliation. Et donc, c'est pour moi trivial, tautologique, qu'il y ait cette dynamique-là qui soit enclenchée qui a été enclenchée, j'imagine, fut-il depuis janvier, parce que c'est en janvier que le Mali a décidé de dénoncer l'accord d'Alger. Donc il y avait donc cette obligation-là de donner une alternative à cet accord-là qui datait de 2015 et qui a montré aussi son caractère inopérant à un certain moment. Donc pour moi, ce n'est donc que normal quand on regarde déjà dans la forme. Maintenant, ça permet de façon auto-centrée de répondre à un problème clair qui est malien, maintenant avec une solution malienne. C'est ce que peut-être Assimi Goïta aussi a tenté de donner comme élément de réponse dans son discours qu'il a donné récemment. Et on se retrouve donc avec, en gros, je pense, 106 articles qui sont répartis en 39 chapitres, et donc dans lesquels on retrouve un peu du tout pour ce qui est de la relance de cette cohésion sociale-là, et d'en poser vraiment à la fois les fondements et les prémices. Alors, quand on regarde la situation au Mali avec les groupes rebelles et tout, on se pose la question, est-ce que cette charte pourrait remplacer les accords d'Alger qui ont été dénoncés en janvier dernier? Ce n'est pas ce que ça pourra, ça va remplacer. Puisque le président Assimi Goïta est assez clair. Il dit qu'ils ont une vision de la solution à ce problème-là, de façon définitive. Et
il y a eu des consultations qui ont été menées, et de la diaspora, comme vous disiez tout à l'heure, et de certains groupes, pour se dire, on est malien, comment est-ce qu'on se projette ensemble? Maintenant, ça ne se fera pas forcément avec tous les Maliens. Et quand vous regardez, je pense que les groupes indépendantistes là, eux n'ont pas participé en tout cas à ces échanges-là. Et c'est comme vous revenez avec la question, par exemple au Burkina, il y a des visions. Le président ici, il est clair. Quand vous regardez la façon de voir les choses, il a dit tant que vous tenez l'arme, il n'y a pas de négociation possible avec vous. La négociation commence lorsque vous avez déposé l'arme et puis vous êtes venu. Je pense que ça tient aussi pour le Mali. C'est vrai que là-bas, il y a une stratification qui est faite. Il y a la question du rebelle, il y a la question du terroriste. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'autres éléments à remettre dedans. Et même, il y a des rebelles devenus terroristes. Et ça, les autorités maliennes en parlent très souvent. Donc, il y a d'abord l'obligation de bien cerner les contours et les pourtours pour savoir avec qui il y a possibilité de discussion et puis avec qui ce n'est vraiment pas possible. Et donc, qui est encore dans la République, avec qui on peut trouver des justes milieux. Je pense que c'est ce que pose donc un peu cette charte-là et cette vision malienne. Et ça, je pense que le président Goïta ne s'en est pas fait le secret. Alors, une charte, c'est tout de même assez bien structuré. Est-ce à dire que désormais, pour tout ce qui est question de paix, de réconciliation, il n'y aura plus d'intervention extérieure, comme c'était le cas auparavant avec l'Algérie, où on se déportait avec les différents protagonistes pour échanger et trouver des solutions? Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali, si justement cette branche d'intervention extérieure par rapport à ce qui touche aux questions de paix et de réconciliation? Je reprends des propos du président malien. Il dit: cette charte est appelée à devenir le socle commun des politiques publiques, de stratégies de paix et de réconciliation et de l'action collective pour notre avenir. Elle guidera nos institutions, nos autorités traditionnelles, notre société civile et chaque citoyen dans la quête d'un Mali apaisé et uni. Donc, la réponse elle est claire. Il n'y a pas un autre cadre par lequel le Mali pense pouvoir solutionner son problème. C'est une solution malienne au problème malien. Et je pense que cela résulte aussi des dissensions qu'il y a eu récemment avec l'Algérie qui a longtemps chapeauté les différents accords. Il y a eu un accord en 95, je pense en 91, il y a eu un accord en 2006 et il y a eu le dernier, l'accord d'Alger de 2015. Qu'est-ce que cela a changé concrètement pour le Malien? C'est ça la grande question. On a un Mali qui a été obligé de retrouver par lui-même et par ses ressources une autre façon de pouvoir contrer son terrorisme. Et on voit les choix qui ont été faits. Chasser d'abord l'un des partenaires premiers qui était la France, compter sur lui-même, aller reprendre Kidal et essayer d'aller un peu plus. On a vu ce que cela a donné en avril dernier avec la descente d'un drone malien aux frontières avec l'Algérie, ce qui a encore une fois exacerbé les tensions qu'il y avait déjà avec l'Algérie, qui était critiquée par le Mali. D'abord d'accepter qu'il y ait des représentations de rebelles devenus terroristes en Algérie, qu'il y ait au niveau des autorités algériennes l'acceptation de discuter et de recevoir de façon officielle des personnes qui sont recherchées pour terrorisme par le Mali, ou bien des personnes déclarées subversives par le Mali. On a vu la question de la convocation d'ambassadeurs et même le risque de rappel et tout. Donc c'est dans ce contexte-là que le Mali a dit, bon, on ne peut pas continuer avec un accord chapeauté par quelqu'un qui chaque jour, on a l'impression, ne rêve pas, ne fait pas le même rêve que nous sur la question de la résolution de nos problèmes. Et quand on regarde, il y a pour moi aussi, pour dire rapidement, un réveil malien qui est important. Quand on regarde, il y a des enjeux aussi pour l'Algérie. Quand on prend le cas de l'Algérie qui a connu aussi sa crise face au terrorisme pendant une bonne dizaine d'années, qui s'est achevée aux environs de 2002, il y avait des éléments qui sont demeurés, qui se sont changés d'abord en ATMI, on se rappelle, et puis qui sont revenus dans la partie nord malienne, qui est la partie sud algérienne, qui se sont intégrés au GSIM. Et ce sont ceux-là qui ont pion sur rue à cette frontière entre l'Algérie et le Mali. Comme vous vous rappelez très bien, le drone a été frappé aux premières heures. C'était un groupement terroriste, une faction qui disait avoir descendu ce drone-là. Après,
que après qu'on ait eu la version algérienne de ce que ce soit elle-même qui ait frappé ce drone-là. Donc dans cette zone-là, il y a cette réalité-là, d'abord de groupes terroristes qui sont issus, pour certains, de ce qu'a connu en termes de décennies de turpitude sur la question du terrorisme en Algérie, donc pour lequel l'Algérie n'a pas forcément besoin qu'il y ait un retour sur son sol en termes de déstabilisation, étant entendu que quand on prend la partie sud algérienne, c'est une partie qui est un enjeu économique monstre, où vous trouvez des éléments comme l'italien Eni, vous trouvez la Sonatrach même algérienne, agence destinée au pétrole, qui sont fortement active dans cette partie-là parce qu'il y a un enjeu, je veux dire, un enjeu stratégique et économique monstre, même jusque dans la partie nord malienne où l'Algérie a eu sous ATT beaucoup de permis d'exploitation de minerais, de pétrole et autres. Donc, ce sont des zones qui sont des zones géostratégiques importantes. Maintenant, le Mali ne va pas se laisser au gré des intérêts algériens se faire porter. À un moment donné, ils ont un nord à pacifier et ils savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux et ils sont obligés de faire fi des intérêts algériens. Taper dans la termitière, s'il faut que ces messieurs-là remontent dans la partie algérienne, ça c'est pas le problème malien, mais il faut que le Mali arrive à contrôler cette partie-là. Et quand vous vous rappelez bien, il y a eu une mission, je pense c'était en 2024, qui ne s'est pas forcément bien passé pour les FAMA et les alliés dans cette partie. Ils ont tenté le contrôle, ça ne s'est pas bien passé parce qu'ils avaient aussi à un moment donné soupçonné que ceux qu'ils avaient sur cette partie-là avaient un genre d'aide ou bien un genre de soutien, lequel je pense que le Mali a longtemps lorgné vers l'Algérie et quelquefois cela leur a donné raison. Donc dans ce contexte-là, quand on revient sur la question de la dynamique de la cohésion sociale, la question de la construction de la paix, le Mali s'est dit on ne peut plus continuer de compter sur l'Algérie qui de façon géostratégique aussi se positionne sur ce sujet-là et qui n'est pas forcément celui qui met le Mali à l'aise en termes de vision commune. Et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui pour moi cette rupture-là et cette offre malienne à un problème malien. Maintenant évidemment, j'ai dit il y aura forcément aussi, quoi qu'on dise, pas forcément des petits soucis, mais il y aura des écartés de la charte. Parce que tout le monde ne peut pas se retrouver dedans. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait certains groupements indépendantistes qui n'ont pas pris part aux échanges. C'est clair que la question terroriste se règle aussi par la guerre, c'est la vision aujourd'hui. Donc il y aura d'un côté, comme le disait le président Assimi Goïta, la charte et ce que cela prévoit en termes de dynamique endogène, parce qu'il l'a même dit aussi, et dynamique classique. Maintenant, il y aura une guerre forcément qui va se continuer sur le terrain. Pour terminer en 30 secondes, c'est une solution malienne à un problème malien, comme vous le dites si bien, une charte pour régler les questions de réconciliation et de paix. Le Mali est dans une confédération. Le général d'armée Assimi Goïta est président d'ailleurs de la Confédération des États du Sahel. C'est une mesure, vous l'avez dit aussi dans vos propos, quand on regarde l'approche burkinabé par rapport à la question de la réconciliation et de la paix, vous déposez les armes et là on échange. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une telle mesure s'étende sur les deux autres pays de l'AES, le Burkina et aussi le Niger, en termes d'aller vers une charte pour la paix et la réconciliation? Non, je pense que ce qui se passe au Mali aussi tient de la spécificité de l'évolution de la crise au Mali. J'ai dit tout à l'heure, quand on prend le cas malien, il faut d'abord essayer de démêler qui est groupe rebelle, qui est groupe terroriste. Et même le Mali présente certains groupes terroristes comme étant devenus, certains groupes rebelles comme étant devenus terroristes, mais certaines personnes appartenant à des groupes rebelles comme étant devenus des éléments terroristes. Chez nous, on n'a pas de rébellion. On n'est pas dans un contexte où on a des volontés indépendantistes, des volontés ceci qui sont en dehors de la prise d'armes pour des raisons que nous ne maîtrisons toujours pas, mais qui sont de l'ordre d'un terrorisme. Donc ça fait que le Burkina est dans une situation qui est fort différente pour moi de celle malienne. La question du retour à la paix, de la cohésion sociale posée au Burkina Faso n'a pas le même entendement que celui au Mali, où vous avez des groupements qui posent d'autres revendications.
et de façon très claire, avec lesquels l'État central, le pouvoir, a décidé de discuter pendant plusieurs décennies. Au Burkina, il n'y a jamais eu ça. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Pour nous, c'est plutôt la question d'un vivre ensemble, la question d'un tissu social qu'il ne faut pas voir déchirer de par certaines, on va dire, l'évolution de certaines incompréhensions et tout. Au niveau du Burkina, c'est bien ça la question du socle de ce dialogue social-là. Alors que celui malien, il faut régler des problèmes posés par des groupes depuis des décennies, qui font qu'ils sont quelquefois en rupture avec l'État sur ces éléments-là principiens qu'ils déposent sur la table et pour lesquels l'État central se dit là-dessus, il y a des éléments de réponse qu'on peut apporter, là-dessus, il y a des éléments de discussion qui sont possibles. Alors que je dis encore, pour le Burkina et le Niger, c'est pas forcément, peut-être le Niger dans une certaine mesure, mais pour le Burkina, c'est pas forcément la même réalité. Merci à vous, Geoffroy Vaha, pour ces clés de lecture. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press. Merci à vous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se ferme donc ce numéro du Déj Matinal Info. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.